Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau débriefing. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir une nouvelle fois Maître Diane Prota pour une interview très attendue puisque vendredi à 14h30, elle attendait une décision du tribunal d'instance de Paris suite à son procédure qu'elle avait faite pour 3 soignants pour demander la suspension de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire. Bonjour Maître Diane Prota, vous avez eu la réponse ce matin, expliquez-nous. Bonjour à vous. Écoutez, oui, la décision n'est pas parvenue comme prévu vendredi. Je me suis rendue donc ce matin au tribunal pour en prendre connaissance. Et évidemment, nous avons été déçus d'apprendre que nous n'avions pas gagné, que le juge judiciaire se déclare incompétent. Incompétent, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas le fait qu'une atteinte potentielle à la vie puisse être entré dans son ordre de compétences. Donc, pour le résumer, il y avait sur ce jugement que j'ai en face de moi, il y a quand même sur chacun des points qui avaient été plaidés des réponses tout à fait critiquables. Le premier point sur lequel je voudrais revenir, c'est que n'apparaît pas dans le jugement du tribunal la réponse qui avait été actée de l'avocat de l'État, selon lequel il n'avait pas mandat pour répondre à la question de savoir si ou pas les autorisations de mise sur le marché conditionnel étaient d'ores et déjà devenues caduques. Alors, même si le magistrat rappelle dans son jugement cette demande, il ne rappelle pas, alors qu'il l'avait fait acter, la réponse de l'État. J'ai donc fait une lettre au juge ce matin en demandant la production des notes d'audience publiques, car je crois que ce point doit être diffusé partout et qu'il est de nature à protéger les soignants, mais tout un chacun également. S'il est dans les notes d'un magistrat, les notes d'audience, comme je dis, ce qui permet de réfléchir, mais quand c'est acté, c'est public, il n'y a pas de raison que ça n'apparaisse pas. C'était le but de le faire acter. Et donc, vraiment, j'ai sollicité la copie des notes du magistrat, car ce point, tout le monde doit savoir que c'est un jugement qui est rendu sans qu'il soit répondu à la question préalable de savoir si c'est caduc, si les autorisations conditionnelles sont caduques ou non. Et il me semble que, si je ne m'abuse, il y a Maître Tessèdre qui a déposé aussi un référé au Conseil d'État pour obtenir des informations de l'ANSM à ce sujet. Tout à fait, c'est ce que j'ai vu. Et d'ailleurs, il avait, avec ses clients, soutenu notre action puisqu'il avait lui-même demandé à la direction générale, à la NSM, j'ai du mal toujours à le prononcer, c'est trop long, mais il avait demandé également la production de ces documents. Visiblement, personne ne lui a répondu. C'est pour ça qu'il a saisi le Conseil d'État, car ces données qui doivent accompagner la demande de renouvellement conditionnel, c'est un dossier, et les éléments qui sont dedans, évidemment, sont des éléments d'information de santé publique que les gens doivent avoir. Et même si beaucoup de recours n'ont pas le succès escompté, il est important de les mener. Je pense que celui-là est absolument fondamental pour l'information de tout un chacun. Donc, le juge se déclare incompétent. En plus, on n'a pas l'information pour savoir si jamais les fabricants ont rempli leurs conditions contractuelles, puisque c'était dans le contrat. On va avoir cette information normalement, puisque Maître Tessèdre a fait cette procédure. Si vous nous faites un résumé, on va dire, de cette ordonnance, quels sont les points marquants et les points qui vous ont choqué, on va dire, ou qui peuvent ouvrir sur des voies de recours? Alors, oui, tout à fait. Le premier point, ce que je ferai une diffusion de ce jugement, c'est de nous dire en somme que les soignants ont attaqué trop tôt parce qu'aucune décision administrative ou autre n'est d'ores et déjà rendue contre eux. Alors, ce que sous-entend le magistrat, là-dedans, c'est tout le problème, hein, puisque nous, ce qu'on reproche, c'est d'être réputé interdit d'exercice sans décision. Et comme on l'expliquait, au final, à partir du 15 septembre, d'ailleurs, ils ont commencé avant, mais les ARS persécutent les soignants en leur disant de se faire vacciner, en les menaçant de suites pénales ou de suite devant leur ordre professionnel. Et en fait, c'est à l'ARS, une fois qu'ils ont constaté que certains soignants n'étaient pas vaccinés, de transmettre les dossiers à l'ordre professionnel. Et comme on le disait, la loi s'arrête là.
Donc, reprocher aux personnes de ne pas avoir de décision nominative en leur nom à critiquer, c'est évidemment tout le problème. J'allais dire, c'est comme si on disait, je ne sais pas, que demain, toutes les femmes brunes n'ont plus le droit d'aller à la piscine. Ça n'a pas de sens, peut-être dit comme ça, mais la loi ne peut pas prévoir des interdictions générales absolues sans jugement pour des catégories de personnes. Et là, ce point-là, j'allais dire, prête peut-être un peu à sourire, parce que c'est la reconnaissance de ce que l'on dit. Si on reproche aux gens, mais pourquoi venez-vous me voir, vous n'avez pas encore de décision qui vous est opposable. C'est bien reprocher que finalement, c'est bien admettre que les ARS persécutent les gens en leur faisant peur, en les menaçant de saisir le procureur et l'ordre, mais que la suite du problème, ce qui est dénoncé, la fin de l'article 14, qui est la sanction, et du grand B, pour le moment, il n'y en a pas. C'est ça le fond. Je n'ai pas de décision à opposer puisque mes clientes seront réputées ne plus pouvoir exercer à partir du 15, mais il n'y aura pas de décision. Donc, si on nous dit qu'il n'y a pas de décision et qu'on ne peut pas attaquer, c'est le serpent qui se mord la queue. Par contre, ce que le magistrat dit à la fin de sa décision, c'est que le grand B de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, donc celui qui prévoit la suspension d'exercice, c'est-à-dire la sanction, eh bien le magistrat indique, c'est à la fin que le Conseil constitutionnel n'a pas jugé constitutionnel encore cet article. Le magistrat dit que seul le grand A de l'article 14 a fait l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel. Donc, il invite, je suppose, mes clientes, mais aussi tout un chacun, à déposer ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité pour savoir si l'article 14 en son grand B, sur la sanction qui est l'interdiction professionnelle, est constitutionnelle ou pas. Et une question de constitutionnalité, elle peut être posée par tout le monde. C'est-à-dire que dans n'importe quel procès, si vous faites un procès en droit administratif contre votre employeur au CPH, si demain quelqu'un refait une action comme la nôtre, nous pourrons poser cette question prioritaire de constitutionnalité, de dire qu'on ne peut pas exproprier les gens de leur patientèle sans jugement. Et ça, c'est à mon avis un point très important dans la diffusion, c'est qu'il invite à chacun des citoyens, dans tout leur procès, en tout cas chacun des citoyens soumis à une vaccination obligatoire, à faire valoir une question prioritaire de constitutionnalité. Donc, nous envisageons un appel avec mes clientes sur ce point absolument fondamental. Mais si jamais, juste quand même pour revenir, donc le juge, il considère que l'obligation vaccinale qui leur tombe dessus au plus tard au 15, qui entraîne la perte éventuelle de revenus ou de leur patientèle, il ne juge pas que c'est suffisamment critique, on va dire, ou ne se juge pas compétent, ou il ne juge que la problématique de la vaccination n'est pas suffisamment critique. Alors, moi, je pense que qu'il refuse de juger parce qu'il se déclare incompétent au premier chef en supposant, grand 1 quand même, il y a des choses que le droit à la vie n'est pas une liberté individuelle. Il nous écrit le droit à la vie n'entre pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution. L'extinction du droit de propriété s'entend d'une dépossession définitive à l'exclusion d'une atteinte ponctuelle ou temporaire. Alors, de deux choses une. Pour commencer sur la propriété, ça c'est très important de ce que dit le magistrat, parce que ce qui est sous-entendu, c'est qu'il faudrait qu'on interdise définitivement l'exercice de leur profession au personnel soignant pour que ça revienne en réalité à une atteinte au droit de la propriété à une fois de fait. C'est qu'en gros, il faut qu'elle disparaisse entièrement. Et ce qui est dit là, c'est qu'a priori, si c'est une atteinte ponctuelle ou temporaire, il n'y a pas voie de fait. Mais comme l'ARS, une fois qu'elle aura dénoncé les soignants, ils vont être envoyés pour les libéraux devant leur ordre, et que la loi ne précise pas justement dans le 14B ce que va faire l'ordre. C'est l'ordre qui va devoir décider. Alors maintenant, ça repose quand même sur les ordres médicaux, les ordres infirmiers. C'est à eux de dire quand même si leur patientèle a ou pas une valeur patrimoniale. Dire le contraire me semble se tirer une balle dans le pied pour les ordres professionnels. Sachant d'ailleurs, et ça c'est très important que les soignants le sachent, c'est que les ordres professionnels, quand ils devront appliquer cette loi, ils le feront par eux-mêmes, c'est eux qui décideront si c'est une suspension d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Ce qui est certain, c'est que ça ne pourra pas être une radiation totale, parce que là, on est dans la voie de fait, c'est ce que dit le magistrat. Néanmoins, pour le temporaire, d'abord, ça ne peut pas être plus de 3 ans
en général, les interdictions, mais les ordres professionnels, moi j'ai déjà vu en plaidant, qu'on prononce des suspensions d'exercice avec sursis. J'avais eu un médecin, c'était 2 semaines de suspension d'exercice avec sursis. Ça veut dire qu'ils ont c'est à eux qu'il va revenir cette décision au final, mais les ordres professionnels sont tenus par le droit européen. Quand les ordres professionnels rendent une décision, on va dire de radiation, de suspension, de ce que vous voulez, les gens peuvent en faire appel devant le tribunal administratif. Les ordres sont tenus d'appliquer le droit au procès équitable, etc. Et tous les droits, parce qu'ils interviennent comme des formes de juridiction, donc ils sont soumis au droit européen. Donc il y aura ça pour eux à juger, leur patientèle a-t-elle ou pas une valeur, et que vont-ils faire à l'encontre des médecins? Ils ne pourront pas les sanctionner définitivement, ce n'est pas possible. Il faudra Alors que ça soit… C'est la sanction, on va dire, ça c'est la sanction, mais en fait, quelque part, ces professionnels indépendants, ils ont une double sanction puisqu'ils ont cette obligation vaccinale. Et en fait, ce que le magistrat est en train de dire, ou est-ce qu'il est en train de dire qu'ils ont la solution en eux, c'est-à-dire que si jamais ils se font vacciner, eh bien, ils ne perdront pas cela. Donc, en fait, c'est quelque part, vous êtes la cause de cette suspension, puisque cette sanction. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'obligation vaccinale? Il ne dit rien du tout sur ce sujet-là. Justement, il l'a mis tout à fait de côté, d'ailleurs, comme la question du consentement libéré éclairé. Mais justement, il l'a fait puisqu'il a considéré, c'est ça le point particulier, que le droit à la vie n'entre pas dans le champ de la liberté individuelle, ni la propriété s'il n'y a pas son extinction. Mais comme on l'a cité, et ça, comme j'ai l'impression, on aimerait quand même le lire, la Cour d'appel de Paris en 2019, donc dans cette affaire de Vincent Lambert, même si les jurisprudences changent, c'est justement parce qu'elles changent qu'elles sont intéressantes, elles doivent s'adapter aux difficultés qu'on peut rencontrer aujourd'hui, qu'on n'aurait jamais cru. Mais le 20 mai 2019, la Cour d'appel de Paris a jugé: il résulte en l'espèce qu'en se dispensant d'exécuter les mesures provisoires demandées par le comité, l'État français a pris une décision insusceptible de se rattacher à ses prérogatives puisqu'elle porte atteinte à l'exercice d'un droit dont la privation a des conséquences irréversibles en ce qu'elle a trait au droit à la vie consacré par l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui constitue un attribut inaliénable de la personne humaine et forme la valeur suprême dans l'échelle des droits de l'homme et donc dans celle des libertés individuelles. Le 20 mai 2019, la Cour d'appel l'a jugé. Effectivement, ensuite, ça a été cassé dans l'affaire Vincent, mais ça ne veut pas dire que le droit à la vie n'entre pas dans le champ des libertés individuelles. Et plus encore, le magistrat se trompe d'étage dans la réflexion parce qu'il a repris l'argumentation de l'État qui était restée sur le franco-français. Or, ce que nous disons et ce qui est rappelé dans l'arrêt de Vincent Lambert, c'est l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le droit européen est supérieur, c'est dans cette perspective-là qu'il faut se mettre. Et on ne peut pas répondre aux gens: ah non, 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 d'un point de vue franco-français, le droit à la vie, c'est pas la liberté individuelle. Mais de fait, même au-delà de ça, les magistrats peuvent dire noir, les magistrats peuvent dire blanc, mais tout peut changer et c'est pour ça que cette question de voie de fait repose la possibilité de saisir le juge judiciaire pour tout un chacun et de faire arrêter la vaccination obligatoire repose sur le fait qu'un magistrat nous a dit que ce n'est pas une liberté individuelle. Mais le suivant peut dire tout à fait le contraire. C'est pour ça que nous invitons tous les personnels soignants qui le voudront à refaire cette même action. Ce n'est pas parce qu'elle a été perdue aujourd'hui à Paris qu'elle ne sera pas gagnée demain à Narbonne. Et cette même question sur le droit à la vie, elle peut être posée devant les conseillers prud'homaux dans le cadre des gens qui seront licenciés du fait de l'obligation vaccinale. Le droit à la vie, c'est pour les libéraux, c'est pour tout un chacun. Et je crois qu'il ne faut pas renoncer à faire valoir cet argument qui est un argument profond et sur qu'on a éludé en disant bon ben on va réfléchir que français, mais on l'a éludé facilement. Et puis d'ailleurs en se reconnaissant incompétent pour la voie de fait sur ce fondement-là, le juge en a profité pour ne pas répondre aux questions de droit européen et ne pas transmettre la question d'interprétation à la Cour de justice de l'Union européenne, qui était de savoir si les AMM en phase 3, le règlement qui les vise, est-ce qu'il renvoie bien aux essais thérapeutiques, lesquels nécessitent un consentement libre et éclairé. Là-dessus, il ne répond pas, mais ça n'empêche que chacun peut de nouveau faire valoir cette question. En tout cas, les arguments qui ont été développés, aujourd'hui, la voie de fait, c'est la seule façon d'arriver devant le juge judiciaire et c'est ce qui, comme je viens de le relire pour l'affaire de Vincent Lambert, quand tout est tellement grave ou illégal, il reste la voie de fait. Et si les magistrats le veulent, les magistrats
peuvent la reconnaître, j'allais dire, c'est entre leurs mains, ça c'est en premier lieu pour le droit à la vie, et pour la suite, par contre, pour les conséquences des sanctions, c'est dans les mains des ordres professionnels, parce que eux peuvent tout à fait dire, puis d'ailleurs c'est logique, puisque mais non seulement finalement ne pas se faire vacciner, ce n'est pas une faute déontologique, et pourquoi ça en serait une? Parce que ce n'est pas possible non plus, puisqu'en fait, vous n'avez pas l'obligation de vous vacciner. L'infraction, il n'existe pas d'infraction pénale de refus de vaccination. Ce qu'il existe, c'est une sanction si on maintient son cabinet ouvert, on est, je dirais, réputé ne plus avoir le droit de le faire. C'est très fourbe, dit comme ça. Mais si. Et c'est du droit à deux niveaux différents, puisqu'il y en a un. C'est ça. Et c'est une l'autre, c'est un droit fondamental. Complètement. Et de toute façon, à ce moment-là, ça sera aux ordres professionnels de dire, puisqu'ils ont la liberté, quel type de sanctions ils vont prendre et de prendre en considération que l'extinction sur le droit de patientèle, si par exemple, c'est ce dont on menace, on va voir ce qui va se passer, les ARS menacent de ne pas rembourser les professionnels de santé. Mais à ce moment-là, vous portez encore atteinte au droit de propriété puisque vous les privez de la possibilité de percevoir les fruits de leur travail. Et si ensuite, dans tous les cas, les ordres professionnels, maintenant, c'est à eux aussi de prendre une position fondamentale et de prendre une position respectueuse du droit, qu'on puisse s'intéresser. Évidemment, les ordres professionnels s'intéressent à la santé des gens, mais ils doivent, quand ils interviennent comme juridiction ordinale, ils doivent respecter le droit et le droit également de leurs membres. D'accord. Et Maître Prota, donc vos clientes sont dans quel état d'esprit? Donc, j'imagine qu'elles sont déçues. Tout à l'heure, vous avez dit que ça ouvre des potentielles voies de recours. Donc, qu'est-ce que vous envisagez comme action? Donc, on vous a entendu dire que d'autres personnes peuvent faire cette même action dans d'autres tribunaux pour donner, on va dire, de l'espoir à ces individus qui, sous moins de 48 heures, auront une obligation qui aura une sanction conséquente sur leur vie. Vous-même, vous envisagez de faire appel? Alors, nous envisageons éventuellement de faire appel. Il y a plusieurs points à traiter et à regarder aujourd'hui, mais je pense que c'est ce que nous allons faire. Mais par ailleurs, pour mes clientes, elles souhaitent continuer de se défendre, soit devant les ARS, soit devant les ordres professionnels, avec mon concours, parce que si vous voulez, tout va se jouer dans le mois qui vient. Vous avez dit qu'avec bon sens, Maître Théssen avait lancé aussi une action pour que nous ayons accès aux éléments d'information sur le caractère caduc ou non des autorisations de mise sur le marché conditionnel. Avec la diffusion du référé de mes clientes, d'autres personnes ont pris contact avec moi et nous avons lancé cette semaine un référé liberté à l'encontre du décret qui limite les contre-indications à la vaccination pour les gens qui y sont soumis. Comme on l'avait expliqué au juge, si la seule contre-indication à une deuxième injection, c'est d'être peut-être mort de la première, ce n'est pas possible. Et donc, un certain nombre de soignants qui avaient des contre-indications qui ne rentrent pas dans ce décret m'ont contacté. Et nous avons donc saisi le Conseil d'État. Nous espérons avoir une audience cette semaine, car en droit administratif, on ne peut pas faire des interdictions générales et absolues. Interdire de façon générale et absolue aux gens qui sont soumis à la vaccination obligatoire de faire valoir des contre-indications autres que les deux qui sont des maladies mortelles, myocardite et Guillain-Barré, visées dans le décret, ça aussi c'est illégal. Donc sur ce point-là, je pense si ce point-là est jugé favorablement la semaine prochaine, ça va faire quand même rentrer dans le champ des personnes qui peuvent en dispenser beaucoup, parce que comme on ne sait rien sur ces vaccins, finalement, comme on dit, c'est une question de précaution à prendre. Il faut permettre aux gens d'avoir la précaution de ne pas se soumettre à une vaccination obligatoire dont on ne connaît pas les conséquences. Mais je pense vraiment pour tous les professionnels de santé, d'ailleurs libéraux ou salariés, je crois que les gens ne doivent pas craquer. Ce qui se passe, ce sont des pressions des ARS et l'ARS ne pourra peut-être pas tout traiter. Je ne pense pas que les ARS vont traîner devant tous les tribunaux de France et de Navarre les professionnels de santé menottés. Les tribunaux n'ont pas le temps et par ailleurs, ce n'est pas réellement une question, c'est une question qui est beaucoup plus liée à leurs ordres professionnels qui eux-mêmes ne savent pas quoi faire. Donc, dans un délai de 30 jours, qui arrive, beaucoup d'actions par beaucoup de gens sont lancées et je pense que le rapport de force va peut-être s'équilibrer en faveur des soignants
si eux-mêmes résistent et ne ferment pas la porte de leur cabinet. En tout cas, je les invite tous, ou en tout cas tous ceux qui ont pu nous contacter, à ne pas fermer les portes des cabinets, à attendre, comme l'a dit le magistrat, de voir ce qui va se passer, puisqu'ils n'ont pas, comme l'a rappelé le juge, reçu, en tout cas pour mes clients, de décision formelle. Eh bien, dans ce moment-là, il faut attendre et il faudra contester devant tous les tribunaux possibles et sous toutes les formes possibles ces interdictions qui, lui, sont absolument illégales. En France, on ne peut pas réputer du jour au lendemain quelqu'un ne plus avoir de droits matériels sur sa propriété et ses revenus. Et d'ailleurs, on ne peut pas non plus licencier les gens comme ça du jour au lendemain sans leur laisser aucun revenu. Libéraux, c'est malgré tout un même combat, mais la brèche peut être plus ouverte avec les libéraux. Bah, écoutez, Maître Prota, merci beaucoup pour ce débriefing. Donc, on rappelle, vous aviez déposé une procédure auprès du tribunal d'instance de Paris pour des soignants indépendants pour faire une suspension, la suspension de l'obligation vaccinale et en tirer les conséquences. Vous n'avez pas eu gain de cause. Vous êtes toujours combattante pour le compte de vos clients et avec vos clients. Oui, tout à fait. En recommandant aux personnes de mener toutes les actions nécessaires et surtout de ne pas perdre espoir. Merci. Oui, je dis, ne fermez pas les portes des cabinets. Ça n'est pas, à mon avis, comme cela qu'il faut faire. Il faut résister assez loin. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour ce débriefing qui est encore une fois clair et concis. Je vous souhaite une excellente journée. À vous également. Au revoir.